Là, demain, j'arrête. C'est marrant, je crois que j'ai dit ça hier, il y a un mois, voire même l'année dernière, et probablement comme le mois prochain et l'année prochaine. Et je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle. On décide, mais alors fermement, d'arrêter de fumer, de boire, de consommer une drogue, de manger trop de sucre dans mon cas. On prend la décision ferme d'arrêter un comportement qui nous déplaît pour le reprendre inlassablement 1 heure, un jour, 1 semaine, 1 mois plus tard. C'est quoi cette faiblesse intellectuelle? Pourquoi est-ce que c'est si dur? Et que dire des personnes qui souffrent d'addiction? Parce que bon, quand moi je me plains de pas arriver à réduire ma consommation de chocolat ou de sucre, c'est pas le même défi que quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, j'en conviens. Mais c'est quoi qui se passe dans notre cerveau qui nous empêche de reprendre le contrôle de nous-mêmes? Et d'ailleurs, à partir de quand est-ce qu'on parle vraiment de perte de contrôle? Parce que entre une bière de temps en temps et un pack par soir, on s'entend qu'il y a une marge entre les deux. Alors, à partir de quand est-ce qu'on dépasse les bornes des limites? J'ai rencontré Salah El Mestikaoui, qui est neurobiologiste spécialisée dans les addictions. Et je voulais comprendre pourquoi on échoue toujours, ou en tout cas très souvent, quand on prend la décision du « demain j'arrête ». Alors pour tout vous dire, j'y allais persuadée que j'avais moi-même une addiction au sucre, et la première chose qu'il a fait évidemment, c'est de revenir sur la définition de l'addiction, ce qui m'a un peu remis à ma place. L'addiction, c'est un comportement compulsif de recherche d'une drogue ou d'un comportement, malgré les conséquences négatives, avec de nombreuses tentatives pour arrêter et des échecs, donc des rechutes. C'est une définition un peu complexe, et ce qui est vraiment important dans cette définition, c'est la partie « malgré les conséquences négatives ». Ça, c'est vraiment le point très important. Ce que tu appelles une addiction, c'est en fait une habitude. Tu as un métier, tu fais des choses compliquées, tu conduis ta voiture, etc. T'aimes le sucre, mais ça ne détruit pas ta vie. Si ça détruisait ta vie, tu pèserais, tu serais obèse, tu aurais des problèmes de diabète, tu aurais des problèmes cardiaques, etc. Donc, tant que tu n'es pas dans, malgré les conséquences négatives, et dans l'impossibilité de reprendre le contrôle, tu n'es pas dans la pathologie. Les conséquences négatives, c'est que je vais être moins beau à la plage. C'est pas la même chose qu'un addict pathologique qui perd son job. Ouais, je me suis sentie un peu ridicule à m'auto-étiqueter addict, alors que la conclusion, c'est juste que je suis gourmande. Mais si je vous en parle, parce que j'aurais très bien pu éviter de vous le dire, soyez-en conscients, c'est parce que je pense que je suis pas la seule à utiliser le mot addiction pour un peu tout et n'importe quoi, alors qu'il s'agit réellement d'une pathologie. Et si le terme addiction est un peu galvaudé, on va dire, pour nous non-neuroscientifiques, c'est aussi parce que la transition de pas addict à addict, en vrai, elle est pas si franche que ça. Dans la Bible des pathologies mentales, le DSM-5, le terme addiction n'est d'ailleurs même pas mentionné. On parle de trouble de l'usage d'une substance, c'est ça le terme. Et il y a 11 critères. Si vous en avez 2-3, vous êtes considéré comme ayant un trouble léger, moyen si vous avez 4-5 critères, et élevé si vous en avez 6 et plus. Donc, c'est un spectre, c'est pas franc la transition. Si vous prenez le temps de lire tous les critères, vous noterez qu'il est nullement fait mention d'une quantité. On regarde les conséquences de la consommation. Donc finalement, on dépasse les bornes des limites quand les conséquences de notre consommation deviennent négatives. Est-ce que c'est à partir d'une bière par soir ou de 5 ? Bah ça, je saurais pas vous dire. Mais j'aimerais surtout revenir au cœur de la vidéo, à savoir à cette affaire de volonté d'arrêter qu'on n'arrive pas à accomplir. Pourquoi est-ce que ce demain j'arrête ne fonctionne pas? Alors là, je parle avec un expert de l'addiction, donc évidemment, on parle surtout des cas des personnes souffrant des troubles sévères de l'usage, vu que c'est le terme consacré, donc ceux qu'on considère comme des addicts. Mais même si, peut-être parmi vous et moi-même, on n'a pas forcément atteint ce stade, et tant mieux, je pense qu'on a tous déjà surfé avec la sensation associée à la perte de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une tablette de chocolat qui disparaît alors que je voulais qu'un carré. C'est pas vrai, en vrai je voulais toute une rangée, mais en tout cas je voulais pas toute la tablette. Pour d'autres, c'est une bière qui se transforme en un pack, une clope qui se transforme en un paquet, etc. Sauf que quand on n'est pas addict, on a peut-être une faiblesse un soir de temps en temps, mais on arrive à reprendre le contrôle et à ne pas recommencer le lendemain. Un addict, lui, il ne peut pas, du verbe pouvoir, donc il n'a pas la capacité de le faire. C'est une vraie maladie, l'addiction. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. C'est une maladie, c'est pas une histoire de volonté. On sait que les taux de succès, arrêter de fumer, arrêter de boire, c'est de l'ordre de 5%. 95% d'entre nous vont échouer. Et échouer à répétition, puis en plus avec une sensation de mal-être et une stigmatisation sociale. Ah, secoue-toi, tu manques de volonté, etc., etc. Alors si on regarde les chiffres plus en détail, pour la cigarette, ça dépend des sources, mais on serait autour de 6-7% des gens qui arrivent à se sevrer par la simple force de la volonté. Pour l'alcool, ce serait plutôt autour de 20%, mais honnêtement, ce sont des chiffres à prendre vraiment avec un grain de sel, parce qu'ils dépendent de beaucoup de variables. Ça dépend aussi de ce qu'on regarde, et puis évidemment, toutes les drogues ne sont pas sur un pied d'égalité, certaines sont plus addictives
addictives que d'autres. Donc prenez ça avec un grain de sel, ce qui ressort. Le point important, c'est que décider que demain on arrête de consommer sans faire appel à une aide extérieure, ça reste super difficile. Petite parenthèse, la notion de volonté que j'utilise moi dans cette vidéo, ça n'a en réalité pas beaucoup de sens en neurosciences, parce que notre cerveau, c'est de la chimie, de la biologie, il n'existe pas une instance supérieure qui serait indépendante et qui pourrait contrôler comment la chimie de tel ou tel endroit devrait se comporter. Donc la notion de volonté en neurosciences est un peu complexe, mais là on entre dans des notions un petit peu trop avancées, même de philosophie, qui dépassent le cadre de la vidéo. La volonté telle que je la définis moi, telle que je l'utilise dans cette vidéo, c'est une capacité à stopper la prise de drogue par soi-même. En fait, penser qu'on peut juste décider de ne plus être addict ou d'arrêter d'avoir un trouble mental, au sens large d'ailleurs, c'est comme demander à quelqu'un qui s'est cassé la jambe d'arrêter de faire la comédie et de se mettre à marcher comme tout le monde. Ou à quelqu'un qui voit normalement de se mettre aussi à voir les rayons UV, voyons, ce serait tellement pratique. On peut pas, physiquement, ça marche pas. Et c'est probablement le point le plus important à comprendre avec lequel j'aimerais que vous repartiez de cette vidéo, c'est que une addiction ou un trouble mental, c'est un réel changement physiologique, neurobiologique. L'addict ne peut pas décider d'arrêter parce qu'il n'est plus câblé pour que sa volonté ait l'option, la possibilité de reprendre le contrôle. En tout cas, difficilement sans aide médicale ni sans être encadré. Je vous présente Georges. Alors oui, c'est une noix de Grenoble, mais avouez qu'on n'a rien dans la nature qui soit aussi ressemblant à un cerveau, par un cerveau, mais c'est plus compliqué à obtenir, vous en conviendrez. On va utiliser Georges pour comprendre comment notre câblage interne est modifié quand on perd le contrôle, quand on entre dans l'addiction. Zwing. Ici, c'est une zone qui s'appelle le striatum. Et il faut que je zoome encore un peu plus pour voir le détail. Donc là, ce que vous voyez, c'est le noyau accumbens. Et cette zone, elle est souvent appelée le centre de la récompense. En réalité, ça fait beaucoup plus de choses, mais c'est la fonction qui nous intéresse aujourd'hui en tout cas. Et le centre de la récompense, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est la zone du cerveau qui, quand on mange une raclette, pour la première fois, trouve que c'est un délice, ce qui est assez logique, et nous envoie alors des neurotransmetteurs de plaisir, et enregistre, réalise un renforcement positif qu'une soirée raclette, on veut pas louper ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart des apprentissages dans la vie se font, par des renforcements positifs, c'est bien, je veux recommencer, ou des renforcements négatifs, c'est nul, plus jamais ça. Et on a longtemps cru que l'addiction se créait là, au niveau de la récompense, qui ferait qu'on se mettrait à aimer de plus en plus ce que l'on consomme, et à tomber dans un cercle vicieux de consommation. Et j'ai demandé à Salah si cette vision, qui est quand même un peu ancienne, était partielle. C'est une étape. Forcément, une addiction va commencer par une récompense. Donc c'est ça qui nous embrouille le cerveau. D'accord ? Je prends mon shoot de cocaïne, j'ai cette dopamine, et puis en plus il y a des effets psychomoteurs, stimulants, ailleurs dans le cortex, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on prend pour l'addiction. Ce n'est pas l'addiction, c'est la première étape. Pour illustrer cela, il y a une expérience où on donne de la cocaïne à des rats, et on les laisse s'habituer, mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'ils prennent cette cocaïne-là, on l'associe à un petit choc électrique en plus pour les décourager, ce qui représente les conséquences négatives de la consommation de drogue. Tu vois que tu en as 4 ou 5% qui vont, 10%, je connais pas les chiffres exacts, mais qui vont continuer à s'auto-administrer malgré la punition. C'est cela les addictions. C'est la consommation malgré les conséquences négatives. Si à chaque fois qu'on faisait une raclette, le salon prenait feu, on arrêterait de faire des raclettes parce que dans notre cerveau, on aurait un mécanisme de renforcement négatif. Ça prend feu, je fais plus de raclette. Point. Sauf que des addicts à la raclette, si tant est que ça existe, feraient une raclette malgré le salon en feu. Ça doit être super clair ça, oui, et il faut le répéter, le dire, le répéter. L'addiction, ce n'est pas un problème de plaisir, c'est un problème de compulsion, de perte de contrôle. D'ailleurs, si l'addiction était réellement une recherche de plaisir, alors l'addict aurait de plus en plus de plaisir justement à consommer. Or, et on peut le sentir nous-mêmes, autant je suis sûre qu'on apprécie la première bière, la première part de gâteau, autant la 8e bière ou le 5e gâteau, il n'y a plus de plaisir là. C'est plus le plaisir qui dirige l'action. D'ailleurs, et c'est super intéressant, quand on mesure l'évolution du plaisir à prendre une drogue chez les addicts, ce qu'on appelle le liking, on a quelque chose que je trouve hyper contre-intuitif, c'est descendant. On aime de moins en moins la drogue. Vous imaginez la tristesse ? Manger de la raclette de façon compulsive et l'aimer de moins en moins.
Et c'est pas une impression d'aimer de moins en moins la raclette, c'est issu d'un vrai changement physiologique dans le cerveau. En fait, quand la quantité de drogue est trop élevée, le cerveau il va essayer de compenser cette surstimulation qui n'est pas normale, il va produire une molécule qui déclenche la production d'un neurotransmetteur qui inhibe la stimulation de ce centre de la récompense. On a alors moins de plaisir avec cette substance. Mais le pire dans tout ça, c'est que notre cerveau, autant il est impressionnant sur plein de choses, autant pour certaines choses, il est pas très fut-fut. Notamment, il fait pas bien la distinction entre la stimulation liée à une drogue et la stimulation liée au fait de voir des amis, d'arriver à ouvrir une ouverture facile ou de sentir la rosée du matin. Le cerveau des addicts a été habitué à beaucoup plus de stimulation, il a donc diminué la capacité du centre de la récompense à être stimulé, et maintenant tout lui paraît fade. Donc, clairement, c'est pas un choix, le cerveau a changé. Donc, un addict n'est pas dans la recherche du plaisir, parce qu'il en a de moins en moins. Par contre, ce qui change, c'est le wanting, c'est je veux cette drogue. Le je veux monte de façon vertigineuse. Donc, à ce moment-là, on commençait à distinguer cette différence entre j'aime et je veux. Et donc, c'était plus un problème de kidnapping du système de récompense, c'était autre chose. Reprenons notre exemple de raclette. Il fait froid, on est dans un chalet avec des amis, il y a un feu dans la cheminée, on est passé devant une fromagerie en revenant de faire de la crazy carpet. Raclette! Tous les indicateurs sont là! Mais quand on est addict à la raclette, peut-être qu'il aura fallu qu'un seul de ces 6 critères pour vouloir faire une raclette. En fait, avec l'addiction, on devient hypersensible aux marqueurs qui peuvent amener à une consommation. Là aussi, c'est pas de l'imagination, c'est un changement réel dans le cerveau. Avant l'addiction, il fallait réunir les 6 critères pour que notre cerveau pense à la raclette, produise de la dopamine, qui est en quelque sorte le neurotransmetteur de l'attente, du désir, ce qui nous fait saliver pour la raclette ou pour une drogue. Et d'ailleurs, je voudrais appuyer sur ce point, la dopamine, on connaît tout ça sous le nom de l'hormone de la récompense, et c'est faux. Déjà parce que c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur, et c'est parce que c'est pas associé à la récompense elle-même. Elle prédit la récompense. Donc si j'ai un grand signal de récompense, un grand signal de dopamine, c'est que je prédis une grosse récompense. Donc la dopamine, elle représente le désir d'obtenir quelque chose et non pas le plaisir de l'obtenir. Et la production de dopamine est devenue tellement sensible au moindre indice qu'on salive beaucoup plus rapidement et pour un rien quasiment en fait. Donc l'envie de consommer devient irrésistible parce que notre cerveau est en train de nous shooter des neurotransmetteurs à la simple idée de consommer. Mais on vient de le voir, si on consomme par la suite, le plaisir n'est pas si foufou puisque notre plaisir a été physiologiquement déjà diminué par notre cerveau. Donc là on se retrouve dans une situation formidable, tu salives pendant des heures et derrière tu apprécies même pas tant que ça. Alors on arrive à la question charnière. Pourquoi on n'est pas capable de reprendre le contrôle, de dire stop à ce cycle infernal de salivation jamais satisfaite? Est-ce que la volonté, c'est une zone du cerveau qu'on pourrait déclencher pour arrêter ce cycle? Alors imaginons que vous cherchiez à apprendre à conduire une voiture pour la toute première fois. La première fois, c'est compliqué, il y a plein de choses à contrôler, il faut faire chacune des actions bien les unes à la suite des autres, ça demande un effort mental vraiment élevé. Et puis tout à coup, je l'ai fait suffisamment, je sais conduire ma voiture, et pendant que je conduis, je pense à autre chose. Là, ça bascule vers un centre qui va me permettre d'automatiser mes comportements et d'être beaucoup plus efficace parce que je vais le faire automatiquement. Les chemins sont faits dans mon cerveau, j'appuie sur le bouton et ça se fait automatiquement. Donc il suffit d'un signal de l'environnement pour déclencher mon comportement. Ça, c'est nos habitudes. Donc ça, c'est le mode action consciente et je veux obtenir quelque chose et ce quelque chose, c'est je vais avoir mon permis de conduire parce qu'à 18 ans, j'en ai mon permis de conduire. Je vais épater les copains, les filles, les machins, les trucs. Le fait de faire quelque chose dans un but donné, c'est aussi dans le striatum que ça se passe, mais avec une autre partie. Donc c'est plus dans le noyau common dont on a parlé tout à l'heure, qui est le centre de la récompense, mais c'est dans le noyau codé, qui est juste à côté. Et cette région du cerveau dialogue aussi avec le système de la récompense, avec le noyau common. On conduit la voiture, ça se passe bien, on est récompensé, donc il y a une boucle positive entre ces deux zones qui renforcent l'apprentissage de la conduite. Il y a une réelle communication. Mais après, on conduit tous les jours, on va au boulot dans des conditions super difficiles. Moi, je vais au boulot, d'ici, je suis à Notre-Dame-de-Grâce, je vais à Verdun 10 km, sous la neige, en hiver, etc. Et il m'arrive d'arriver au labo et de ne pas me souvenir de ce qui s'est passé pendant le trajet, parce que je suis tellement en mode automatique que je réfléchis à écrire. J'écris des articles, par exemple, sur mon vélo. Et pourtant, j'ai jamais d'accident. Donc cette automatisation, c'est quelque chose de vraiment vachement bien. Et quand on entre dans les habitudes, c'est encore une autre zone du striatum qui intervient, ça s'appelle le putamen, qui est aussi à côté des deux autres. Et là, la notion super importante, c'est de comprendre qu'il n'y a plus de connexion avec le centre de la récompense. C'est fini. Une habitude dans le putamen n'est pas motivée par la récompense et n'est pas non plus affectée par les conséquences négatives. Il n'y a plus de renforcement positif, plus de renforcement négatif. Quand le putamen prend le contrôle, on est tête baissée.
on fait et on répète l'action, même si ça va nous coûter très cher après. C'est comme si on avait une main invisible qui nous pousse dans le dos irrésistiblement. On n'a plus le contrôle, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On fait l'action, déconnecté de tout. Le problème de l'automatisation, c'est que, mettons que je suis en train de conduire, et tout à coup, il y a un enfant qui traverse. Il faut que je reprenne le contrôle. D'accord ? Reprendre le contrôle, c'est ça la clé. Mais pour que ce soit possible physiologiquement, il faut qu'il y ait une connexion entre la zone qui était consciente de ses actions, donc le codé, et la zone de l'automatisation, le putamen. Et dans un cerveau non addict, elle y est, cette connexion. Ça papote entre ces deux zones, il n'y a aucun problème. En particulier, il y a un canal de conversation qui est dédié à augmenter une action, c'est-à-dire se mettre à conduire de façon automatique, ou la prise de drogue, et un autre canal de communication qui est dédié à l'inhibition, donc freiner quand un enfant passe, ou arrêter de prendre la drogue. La pathologie, c'est soit quand le drive vers l'automatisation est beaucoup trop puissant, soit quand le retour vers la reprise de contrôle par le codé est beaucoup trop faible. Et physiologiquement, là aussi, ça se traduit par un changement. Dans les recherches de Sala, il a pu montrer que ces souris, donc souris pas humains, avaient beaucoup plus de dopamine dans le centre de l'automatisation, donc le putamen, que dans les autres zones, le codé et l'accumbens. Dans cette situation-là, en fait, la reprise de contrôle est beaucoup plus difficile. En fait, c'est comme si le putamen était en train de nous crier dessus pour nous forcer à consommer, tandis que le codé, celui qui est censé nous permettre de reprendre le contrôle, ne fait que murmurer que ce serait pas mal d'arrêter de consommer là. Et le déséquilibre est tel que en fait, la reprise de contrôle est utopique. Alors, toute l'explication que je viens de donner, elle est évidemment partielle. Particulièrement le dernier point, c'est ce qu'on observe chez la souris. Donc est-ce que c'est valable chez l'humain? C'est encore à être confirmé. Puis il y a d'autres mécanismes impliqués aussi. On a parlé du striatum, qui est à l'origine de la mise en place d'une addiction, d'une automatisation. Mais le cerveau, il est complexe. Et toutes les zones du cerveau interagissent entre elles. Et les conséquences physiologiques sont plus nombreuses que celles que je vous ai présentées. Notamment dans le cortex préfrontal, qui est le chef d'orchestre du cerveau, c'est aussi affecté par les addictions, etc. On a parlé de plein de choses, et je voudrais vous récapituler les points principaux, mais j'aimerais aussi ouvrir sur une vision plus large de comment considérer le cerveau et les maladies psychiatriques. Alors, d'abord on récapitule. Une personne qui est dans l'addiction, elle a 3 changements dans le cerveau, dans le striatum en particulier, qui sont ancrés physiologiquement. Premièrement, il y a une diminution ou une stagnation de la récompense du plaisir. Donc l'addict ne consomme pas par plaisir, mais par désir, c'est le wanting. Ensuite, les addicts ont une hypersensibilité aux signaux environnementaux de la consommation. Donc l'heure qu'il est, le lieu, l'entourage, qui fait qu'ils veulent consommer encore et toujours plus. Et enfin, il y a une automatisation qui est trop forte, qui se fait dans le cerveau, et qui nous empêche de reprendre le contrôle. Finalement, le cerveau n'est pas plus puissant qu'une autre partie de notre corps. On comprend si je vous dis qu'on coupe le tendon ici, on pourra plus trop contracter le bras, même si on le veut très fort. On aura besoin de médecins, d'un kiné, de physio pour retrouver la fonction de contracter le bras. Et aussi à l'énergie de notre part pour arriver à retrouver cette fonction. Quand même. Mais pour le cerveau, on a tendance à se dire que par miracle, s'il n'y a pas de connexion, il suffit de le vouloir pour les créer. Non, c'est pareil. On fait aussi appel à des médecins, à des médicaments, des psychothérapies, des thérapies comportementales, et beaucoup de détermination de la part des patients, ça reste indispensable. Et là, oui, on pourra se sortir de l'addiction. Et le cerveau, c'est aussi une pièce dont les engrenages sont chimiques, biologiques, et si le système est grippé, ça marche pas. Alors, on comprend moins bien le cerveau comme muscle, je vous l'accorde, mais ce qui ne nous est pas encore connu n'est pas synonyme de super pouvoir. Ce qui est intéressant et encourageant avec tout ça, c'est qu'on commence à avoir une image de plus en plus nette de ce qui conduit à l'addiction. Et je sais que la vision que je vous ai donnée peut sembler désespérée, en réalité elle est empreinte d'espoir. Parce que plus on comprend quelque chose, plus on sera capable de développer des traitements efficaces. Salah me disait d'ailleurs que l'addiction était probablement la maladie psychiatrique que l'on comprenait le mieux. Et donc qu'on n'est peut-être plus très loin de trouver des solutions. En parlant de maladies psychiatriques, permettez-moi d'ouvrir la vidéo à quelque chose de plus large qui nous amène aux frontières de la recherche actuelle et qui nous fait même entrer dans de l'opinion. À partir de maintenant, votre esprit critique est requis, même si j'espère qu'il était déjà activé. C'est un bon réflexe. Ce que je trouve fascinant avec les recherches de Salah, c'est qu'il étudie l'addiction avec des souris qu'il a modifiées génétiquement en changeant un des multiples gènes dont on soupçonne qu'il y a un lien avec l'addiction. Et là, selon le protocole qu'il applique sur ces souris... Je peux rendre ma souris addict, je peux la rendre compulsive. Je peux la rendre boulimique, d'accord, il y a un modèle de boulimie chez la souris, et je peux la rendre anorexique. Donc un changement dans un gène pourrait amener à différentes maladies psychiatriques. Alors attention,
on ne met pas la charrue avant les bœufs, ça c'est dans les souris de Sala, ça veut pas dire que c'est pareil chez l'humain. Certes, on sait que la génétique offre un terrain fertile pour l'humain, mais on n'a pas identifié un gène de l'addiction chez l'homme, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a aussi beaucoup de facteurs environnementaux, etc. Donc on limite notre interprétation de ce dernier résultat-là, mais si je vous en parle, c'est parce que je trouve ça intéressant de penser que peut-être plusieurs maladies psychiatriques pourraient avoir des mécanismes similaires, et c'est à se demander si on ne pourrait pas réécouter cette vidéo en remplaçant le terme addiction par le terme TOC, anorexie ou même dépression. Donc c'est là où je te dis, pour moi, et ça va en irriter plus d'un, je vois pas bien la différence entre l'addiction. Si on a compris ce mécanisme de la compulsion, il peut être commun à des substances, à des sentiments, des émotions ou à des comportements. Alors ça, c'est l'opinion de plusieurs chercheurs, dont Sala, mais pas de tous. Dans la fameuse Bible des maladies psychiatriques dont on a parlé au début de la vidéo, on parle pas d'addiction, on parle de troubles de l'usage d'une substance, ce qui exclut par définition les addictions au sucre, aux jeux vidéo, au sexe, au travail, au sport, etc. Tout à fait. Alors ça, c'est un débat furieux. L'ancienne école est complètement contre. Je pense que c'est une incompréhension de ce qu'est l'addiction. Et si on pousse le bouchon encore plus loin? J'ai demandé son avis à Sala si, selon lui, on pouvait aussi être addict à des choses positives. Ah, tout à fait. Ah, c'est hyper évident. Les gens qui font trop de sport, c'est un exemple classique. Hein. Tu te mets à courir parce que tu aimes ça, puis ça devient une véritable addiction au point que tu te martyrises absolument. Tu passes plein de temps à courir, tu te désociabilises. Tu peux aussi être ingénieur en mathématiques ou en violon, etc. et avoir une vie sociale absolument affreuse et très misérable, alors que c'est très valorisé. Être un pianiste ou un violoniste de compétition, mais ça commence à 5 ans, enfin, tu vois, je veux dire, mais il vaut mieux avoir une addiction dans ce sens-là qu'une addiction aux substances ou au sexe ou au poker. Il vaut mieux jouer du violon et faire des maths. Ça, c'est une dimension vraiment intéressante des maladies psychiatriques. Si tu réfléchis aux maladies psychiatriques, en fait, on appelle ça des maladies quand ça devient vraiment négatif, mais en vérité, quand tu regardes de quoi ça part de quelque chose qui est là pour créer la diversité dans les groupes humains et permettre de s'adapter si les conditions changent. Dans la dernière vidéo, je vous ai laissé avec plus de questions que de réponses. Je devine que c'est encore le cas avec celle-ci. Cette vidéo était une collaboration avec MAD Digital, qui est un média d'information scientifique sur les addictions financé par des fonds publics français. À noter que la dernière partie sur les frontières de la recherche et jusqu'où on peut pousser la notion d'addiction, ça reflète la vision du chercheur que j'ai interviewé. Vous aurez donc compris avec ce partenariat qu'il n'y a rien à vendre, c'est un site d'information gratuit. Vous avez des dossiers, des vidéos, des infographies. Et si vous ou un de vos proches souffre d'addiction, je pense que c'est le genre de ressources qui peuvent s'avérer très utiles. Et je sais que j'ai laissé plein de questions en suspens dans cette vidéo parce que je voulais me concentrer vraiment sur l'aspect de la volonté, et vous avez peut-être envie de savoir si on a tous la même propension à devenir addict, peut-être aussi sur des questions sur les symptômes négatifs quand on arrête une drogue, sur les méthodes pour sortir de l'addiction. On n'a pas parlé non plus de l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur super important, etc., etc. Je vous mets des liens en description vers des réponses à tout ça pour compléter un petit peu la vidéo. Si le cerveau vous intéresse, sachez que j'en ai déjà parlé dans au moins une vidéo précédente, je vous mets le lien en description. Mais la prochaine vidéo, on parlera aussi de neurosciences, mais cette fois-ci, ce sera en lien avec la musique. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça. On se retrouve la prochaine fois